Bien, nous allons commencer. Alors d'abord, je tiens vraiment très chaleureusement à vous remercier d'être là, d'abord pour l'intérêt que vous portez à ce genre de démarche. Je parle de plus en plus souvent beaucoup de personnes ont des complexes à afficher leur position, leur choix alimentaire. Et je leur dis souvent, vous n'avez aucune raison, d'abord parce que c'est en soi un acte altruiste. Mais on va y venir. Alors d'abord, je me présente, je suis Bruno Lallemand, je suis fondateur de l'association humanitaire Planète Altruiste. Alors je suis très peu connu dans le monde végan et pourtant j'ai un très bon ami que vous devez certainement connaître, Sébastien Arsac de L214. Et quand j'ai fondé Planète Altruiste, l'objectif d'abord, je me rendais compte des carences énormes qu'il y avait entre les scientifiques et le public. Le public était très mal informé de ce qui se passait sur la planète. C'est d'abord un sens de responsabilité qui m'a poussé à créer Planète Altruiste, parce que quand j'ai vu le désastre écologique que subit notre planète, je pense que vous avez certainement tous entendu et reçu des informations. Le dernier rapport du WWF, 70% du vivant a été anéanti en seulement 40 ans, c'est la moitié d'une vie. Ça pousse à la réflexion. Donc je ne voulais pas rester les bras ballants, je voulais faire ma part aussi. J'avais vraiment envie de participer, de faire mon colibri, comme dit Pierre Rabhi. Donc j'ai lancé Planète Altruiste. Planète Altruiste a plusieurs fonctions. D'abord d'être un relais entre les scientifiques et le public. On a déjà d'ailleurs parmi nos conseillers scientifiques Jérôme Bernard Pellet, qui est très connu dans le monde végan, qui est un médecin nutritionniste. Il y a eu Pablo Servigne, mais qui a dû arrêter parce qu'il était submergé. Ça représentait beaucoup de travail pour lui. On a Yolène Delabigne aussi, qui est une de nos conseillères scientifiques, et André Ménache, qui est dans le domaine des animaux de laboratoire, et on en a d'autres qui arrivent. Planète Altruiste, c'est donc une plateforme d'information d'abord entre les scientifiques et le public. On s'efforce énormément de diffuser l'information, de tenir les gens au courant de ce qui se passe réellement, parce que c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu dans toutes les informations qui sont données. Planète Altruiste, c'est aussi à plusieurs projets. Entre autres, alors j'y reviendrai parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Village Altruiste. On est sur un projet de création de villages modèles, pas seulement écologistes, mais aussi qui est fondé sur des valeurs altruistes de respect pour tous les êtres, et y compris évidemment les animaux. On a lancé, et c'est en train de commencer à bien se développer, Cuisine Altruiste. On ne voulait pas adopter l'étiquette végane qui est plus, on va dire, militante, mais nous on a plus une orientation pacifiste. Et l'idée de Cuisine Altruiste, c'est on ne veut plus mettre de souffrance dans notre assiette. On ne veut plus que nos choix de consommation participent à aucune forme de souffrance, qu'elle soit humaine ou animale, et on fait très attention. Je vous parlerai d'ailleurs de cohérence tout à l'heure, et on fait très attention à être le plus possible, le plus cohérent entre nos choix de consommation, nos choix de vie aussi, et l'impact que ça peut avoir sur la planète. On a aussi une autre branche qui s'appelle Rassemblement Altruiste. Alors, Rassemblement Altruiste, on essaie de montrer aux gens comment la méditation, justement, peut avoir un impact aussi sur la planète. Parce que je crois que demain, si on veut un monde de paix, eh bien, il nous faut des êtres de paix. Seul un individu en paix avec lui-même peut apporter de la paix autour de lui. Alors, vous ne me connaissez pas, mais j'enseigne la méditation depuis plus de 30 ans. J'ai une formation psy au départ. J'ai même, d'ailleurs, dans mon cursus, j'ai été SDF. Et je me suis sorti de la rue en faisant du théâtre de rue. C'est comme ça que j'ai financé mes études de psychologie. Et j'ai eu l'immense bonheur de fréquenter pendant 15 ans, côtoyer pendant 15 ans un grand lama tibétain avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Je ne suis pas devenu bouddhiste pour autant, je suis resté laïque parce que je voulais rester neutre de toute orientation. Et j'ai réalisé tout l'impact que la méditation a apporté dans mon existence, comment elle m'a transformé, comment elle m'a permis de faire justement des choix conscients aussi, des choix respectueux et des choix humains. Et on a commencé à lancer des rassemblements altruistes. On réunit plusieurs centaines de personnes, un dimanche par mois. Et les gens, il y a un véritable engouement qui s'est lancé autour de ça. J'organise et j'anime régulièrement des retraites méditatives
dans lesquels justement on essaie de montrer aux gens comment on peut bien vivre ensemble tout en respectant la planète, puisque la cuisine qui est servie est une cuisine totalement sans souffrance, respectueuse de l'environnement, et on essaie de faire énormément d'efforts. C'est d'ailleurs de là qu'est née l'idée de créer un village qui, un peu dans l'esprit de Finearm, pour ceux qui connaissent. On a lancé aussi, on en est à notre 3e édition, la Journée mondiale de l'altruisme qui se déroule au mois de mai, où on a le bonheur de réunir des personnalités. La dernière fois, on a eu Sébastien Arsac, on a eu André Ménage, on a eu tout un ensemble de personnalités qui étaient là, qui étaient présentes. Il y a eu Pablo Servine aussi, qui est justement venu faire un état de la planète qui malheureusement n'est pas très glorieux. On organisera, que je ne me trompe pas au niveau de la date, le 25 mai prochain, une nouvelle édition justement de la Journée mondiale de l'altruisme. Le thème aujourd'hui, c'est faire de son assiette un acte altruiste. D'abord, comme je vous l'ai dit, si vous êtes tous ici, que vous vous intéressez à ce genre de choses, que vous êtes dans ce salon, je considère que vous êtes déjà tous des gens altruistes, des gens intéressés. Je pense que vous êtes tous touchés par ce qui se passe dans la planète aujourd'hui. Ce n'est plus devenir végétalien, ce n'est plus une mode, ce n'est pas seulement une mode, ce n'est pas seulement un choix, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, je pense que ça devient une nécessité. Nous sommes aujourd'hui, si on regarde l'état de la planète, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, c'est ce qui m'a motivé quand j'ai vu Severn Suzuki qui intervenait, on voit sa vidéo partout sur Internet, qui intervenait devant un parterre d'hommes politiques et d'hommes d'affaires à l'ONU en 92, où cette jeune fille qui à l'époque avait 13 ans tient un discours extrêmement touchant qui dure 8 minutes. 8 minutes, moi, qui m'ont bouleversé. Après, j'ai pleuré quand j'ai vu ce témoignage et je me suis dit, j'avais un peu l'impression que tous les enfants de la planète s'adressaient à nous, adultes, qu'est-ce que vous nous avez laissé comme planète? Nous avons tous une immense responsabilité. Quand je parle de responsabilité, je ne parle pas de culpabilité. Je pense que dans notre ignorance, nous n'avons pas regardé ce que nous faisions. C'est vrai que nous avons une tendance à vouloir absolument satisfaire nos désirs sans trop nous préoccuper des conséquences que ça peut avoir à court ou long terme. Seulement aujourd'hui, on est en train de vivre ce qu'on appelle une grande interdépendance, parce que tous les phénomènes, là je parle un peu bouddhiste, les bouddhistes parlent de l'interdépendance entre les phénomènes, qui est rejoint évidemment par la science, parce que tout est relié, tout est interdépendant. On ne peut pas faire une chose aujourd'hui sans se préoccuper des conséquences que ça peut avoir à court ou long terme. Mais jusqu'à maintenant, on avait une vision assez à court terme. On se dit, voilà, moi je veux ci, moi je veux ça, mais je ne réalise pas l'impact que ça peut avoir. Aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète, avec l'impact qu'il y a au niveau planétaire, et je crois qu'on est en train de mesurer justement l'impact de nos choix. Et qu'on ne peut plus, aujourd'hui, se contenter de dire « moi je veux ceci, je veux cela, je veux être satisfait », sans se dire qu'à un moment ou à un autre, il y aura un effet retour. Et aujourd'hui, on est en train de le payer très, très, très chèrement. Parce que malheureusement, ce sont nos enfants qui vont hériter de cette planète. Et qui vont peut-être même, comme disait Yann Arthus Bertrand, qui vont probablement assister à leur propre disparition. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est suffisamment grave, suffisamment inquiétante pour se dire il est temps de se réveiller. Alors, on pointe souvent les industriels du doigt, et je suis parfaitement d'accord, ils ont une immense responsabilité. Sauf que les industriels fabriquent ce que nous leur demandons de fabriquer. Ils agissent en fonction de « moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça ». Alors ils nous le fabriquent, et ils vont le fabriquer à grande échelle aussi. Aujourd'hui, vous faites le choix pour la plupart, je sais que la plupart d'entre vous qui êtes ici est devenu vegan. Je pense que c'est une folie insensée que de penser qu'on va réussir à nourrir 7 milliards d'individus avec de la viande, avec du vivant, avec des êtres sensibles, des êtres qui respirent comme nous, des êtres qui ont des émotions. Aujourd'hui, et Yolène Delabigne a fait un travail absolument admirable là-dessus, qui a prouvé l'intelligence animale, qui a prouvé la sensibilité animale. De nombreux scientifiques l'ont démontré aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Et c'est Dalai Lama qui disait « c'est pire de savoir de ne pas faire que de ne pas savoir du tout ». Aujourd'hui, on sait, et vous faites partie de ces gens qui savent, qui avaient l'information, sinon je pense que vous ne seriez pas dans ce salon.
Et je pense que tous ensemble, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'entre autres, on a créé Planète Altruiste. Aujourd'hui, ne plus mettre de souffrance dans son assiette, c'est justement un acte altruiste. Alors des personnes tout à l'heure sont venues me voir et m'ont dit oui, mais nous on est véganes et par rapport à la société c'est très difficile de le vivre parce que souvent on nous fait la remarque ah mais tu te rends compte, tu n'es pas comme les autres. Je pense que ce qui est important aujourd'hui c'est de développer justement un sens de fierté. De fierté parce que justement vous faites un acte altruiste. Vous devriez être plutôt glorifié plutôt que l'inverse et de se dire justement moi dans mon assiette de mon fait aucun animal n'a souffert. Et vous pouvez être très heureux justement de ce choix. Vous pouvez en être très fier. Et je pense que plus vous l'intégrerez, plus vous l'accepterez, plus ce sera pour vous une évidence, et moins justement on arrivera à vous charrier. Je pense que quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui est à l'aise avec ses choix, c'est très difficile justement de le déstabiliser. Je suis devant vous aujourd'hui, non pas comme président de Planète Altruiste, ou comme enseignant, mais je suis avant tout, comme vous, citoyen de cette planète. Je me sens, si je suis là et si j'ai accepté de donner cette conférence, parce que quand on m'a dit, parce que ce n'est pas mon terrain de prédilection, mais je me suis dit, je pense que j'ai accepté de le faire parce que je me sens vraiment, je suis là devant vous parce que je me sens vraiment responsable de ce qui se passe, parce que j'y ai participé aussi. Et je pense, et c'est aujourd'hui qu'en créant Planète Altruiste, j'ai eu très envie de créer un mouvement, un vrai mouvement. J'ai envie que demain, justement, les journées de l'altruisme deviennent des Woodstock de l'altruisme, qu'on considère l'altruisme comme une valeur incontournable demain. Parce que c'est par l'altruisme, je pense, et Mathieu Ricard en parle aussi beaucoup, puisqu'il tourne dans le monde aujourd'hui partout, et il parle justement de cette valeur fondamentale qu'on connaît très mal. Alors pour parler justement de l'altruisme, c'est quoi exactement? D'abord, c'est tout l'inverse, c'est tout l'opposé de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi? C'est je veux obtenir, je veux satisfaire ce désir et je ne me préoccupe pas des conséquences que ça peut avoir. L'altruisme, c'est je prends soin du vivant et je prends soin du vivant en moi aussi. Je prends soin de moi. Parce que je ne peux pas prendre soin des autres si je ne prends pas soin de moi. Le rapport que j'entretiens avec les autres est déterminé par le rapport que j'ai avec moi-même. Parce que moi-même, j'incarne la vie au même titre que la personne qui est en face de moi, au même titre que l'animal qui est en face de moi. Nous incarnons tous la vie. Et à ce titre, la vie doit être respectée. Donc quand je prends soin de moi, je fais déjà un acte altruiste. Quand je parle de prendre soin de soi, ce n'est pas se regarder le nombril et se préoccuper de, justement, encore une fois, de ce que je vais obtenir, si je vais obtenir satisfaction systématiquement. Un acte altruiste, c'est un acte bienveillant avant toute chose. C'est d'éveiller sa bienveillance. Mathieu Ricard, justement, parlait de ça. La bienveillance, c'est un état naturel. Vous regardez une mère, quelle qu'elle soit, justement, humaine ou non humaine, va prendre soin spontanément de son petit. Et on voit même qu'entre des espèces, je ne vais pas vous faire la démonstration, elle a été tellement largement faite, il y a des espèces même qui vont protéger d'autres espèces parfois. On voit des actes altruistes comme ça qui se produisent. Et c'est quelque chose qui se cultive, il faut arriver justement à dépasser cet égoïsme qui se limite justement à ne se préoccuper que de soi et d'éveiller, d'élargir le plus possible justement cette attitude altruiste. Et c'est quelque chose qui se pratique tous les jours, qui s'entraîne tous les jours et qui petit à petit va faire que notre champ de bienveillance, le spectre de notre champ de bienveillance va s'élargir de plus en plus. Et où on va avoir, ce qui est extraordinaire, c'est que plus on développe cet altruisme, c'était un grand maître tibétain qui disait, en fait, plus vous éveillez vos qualités d'amour, de compassion, en fait, plus vous gagnez en audace, en intrépidité. Un jour, j'ai entendu d'ailleurs, c'était un psychiatre américain, ça avait provoqué chez moi une prise de conscience extraordinaire. Il disait, on n'a pas peur de ce que l'on aime. Parce qu'en fait, l'amour, c'est comme une sorte de lumière que vous mettez. Alors, qu'est-ce qu'on entend par amour et compassion? Si je prends la définition du bouddhisme, le bouddhisme, c'est reconnaître le droit au bonheur pour tous les êtres. Pas seulement moi, pas seulement mon voisin, mais tous les êtres, y compris les animaux. Vous avez deux choses, l'amour et la compassion. L'amour, c'est reconnaître le droit
au bonheur pour tous les êtres. Mais il y a deux aspects, il y a l'aspect passif et l'aspect actif. Quand je vais souhaiter du bonheur à quelqu'un, de manière très profonde, très authentique, très sincère, c'est l'amour. Je souhaite vraiment, puisse cette personne trouver le bonheur dans sa vie, puisse-t-elle s'accomplir, se réaliser, puisse-t-elle trouver la paix. Ça, c'est l'amour. Et si j'agis de manière active, c'est-à-dire que je vais par exemple accompagner cette personne pour qu'elle justement développe ses qualités humaines, si je l'aide, je l'accompagne, alors je mets une forme active d'amour. La compassion, c'est je souhaite à la personne de se libérer des causes de la souffrance. Puisse-t-elle vraiment se libérer des causes de la souffrance? Et je vais le faire avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Encore faut-il, et on peut y revenir, identifier les causes véritables de la souffrance. Une fois que j'ai fait ça, je peux aussi être plus actif dans ma compassion, c'est-à-dire vraiment puisse-je participer justement à aider ces personnes à se libérer des causes de la souffrance, et je vais le faire de manière très active. Par exemple, je vais aider une personne à identifier les causes de la souffrance, je vais lui montrer comment elle peut s'en libérer, comment l'éradiquer, et on verra là justement, je parlais de méditation tout à l'heure, parce que la méditation va nous aider justement à ne plus nous identifier justement à ce qui est source de souffrance en nous, parce que nous cherchons les causes du bonheur, les causes de la souffrance à l'extérieur, alors que finalement, en réalité, elles sont simplement en nous-mêmes. Par exemple, lorsque une personne me fait une remarque désobligeante, une remarque désagréable, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une manifestation mentale qui va se produire au sein de mon esprit et qui va perturber mon esprit en fait. Je peux éprouver de la colère, je peux éprouver toutes sortes de sentiments négatifs. Et ce n'est pas la remarque finalement qui est à l'origine de ma souffrance, mais ce que ça réveille en moi, ce que ça va réveiller en moi-même. Et comment je peux faire en sorte justement de me libérer justement de ces causes de la souffrance qui sont intrinsèquement liées à mon esprit. Et c'est là où justement la méditation va nous aider à nous libérer justement de ces manifestations mentales et faire en sorte de ne plus être le jeu de nos propres perturbations mentales, de nos propres obscurcissements mentaux, comme disent les bouddhistes. Et c'est par la force de la pratique, petit à petit, qu'on va arriver à stabiliser, à faire en sorte justement que ces émotions, ce qu'on appelle les toxines mentales, ne viennent plus perturber notre esprit. Et puis, à côté de ça, on va cultiver justement les causes du bonheur. Vous avez certainement dû remarquer, lorsque vous éprouvez de la joie, par exemple, lorsque vous vous sentez joyeux spontanément comme ça, votre esprit est rempli de joie. Et qu'est-ce que vous ressentez? Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien et ça a un effet aussi bien au niveau de votre corps. Alors je ne vais pas faire tout un développement parce qu'il y a eu assez de choses qui ont été faites de ce côté-là. Et ça, c'est quelque chose qui peut parfaitement se cultiver justement par l'entraînement de l'esprit, par la méditation. Parce qu'en réalité, la méditation, on dit beaucoup de choses sur la méditation, mais la méditation, c'est avant tout un entraînement de l'esprit. On entraîne son esprit. Et c'est là où nous avons un pouvoir extraordinaire parce que nous pouvons infléchir notre esprit dans un sens comme dans l'autre. Comme disait Dalai Lama, se laisser aller à la négativité, c'est aussi facile que de laisser une lourde pierre rouler vers le bas. Et entretenir le positif, c'est aussi difficile que de monter cette lourde pierre vers le sommet de la montagne. Et c'est pour ça qu'au début, c'est vrai qu'on a tendance à être, comment dire, un petit peu allergique aux efforts. Mais une fois qu'on commence à pratiquer, eh bien on commence à voir les effets dans notre vie, on voit que ça commence à changer, on commence à voir que notre vie commence à se remplir de toutes ces bonnes choses que l'on cultive. Et on va voir, comme disait un auteur américain, notre vie finalement n'est rien d'autre que le reflet de nos propres pensées. Le problème, c'est que comme nous avons très peu conscience des pensées qui nous habitent, nous sommes un petit peu surpris de voir des choses apparaître dans notre existence. Aujourd'hui, de nombreux courants se développent suite à cette prise de conscience par rapport à la planète, à ce qui est en train de se produire, à la souffrance animale. Beaucoup de mouvements se créent où il y a une forme de révolte qui se met en place parce que c'est important d'être attentif à ça parce que si nous combattons le système, nous faisons exister le système. Et c'est amusant de voir que pour quelqu'un qui pratique la méditation, la meilleure façon de se libérer de la négativité, c'est justement de cesser de la faire exister, de cesser de la nourrir, de l'entretenir. On va voir qu'en fait, finalement, la pensée, l'émotion, elle se nourrit de l'attention qu'on lui porte,
de l'importance qu'on lui donne. Une fois qu'on en a conscience, on la laisse simplement nous traverser le champ de conscience. Et par ailleurs, on peut cultiver justement ces aspects désirables qu'on souhaite voir se manifester et apparaître dans notre existence. Et on va voir que finalement, la vie et le système que nous avons créé est effectivement la juste transposition de notre esprit, juste l'expression manifestée de notre esprit. Et donc si demain nous ne voulons plus certaines choses, voir apparaître certaines choses, eh bien il suffit de les abandonner, de ne plus les faire exister, plutôt que de les combattre parce qu'on les fait exister, et de faire apparaître le monde que nous voulons voir apparaître demain. Et c'est déjà ce que vous faites d'ailleurs, en faisant exister justement, en faisant exister le véganisme, en faisant exister, en mettant de plus en plus, en acceptant de mettre justement du bonheur dans son assiette. Parce que notre assiette, c'est... Je pense que les gens ne réalisent pas aujourd'hui l'impact que ça peut avoir sur le choix alimentaire sur la planète. C'est énorme. Mais je pense que certains d'entre vous le savez déjà, mais je pense qu'on ne réalise pas le pouvoir que nous avons justement sur l'avenir de la planète, simplement, encore une fois, en changeant nos habitudes. Alors, faisons de notre assiette justement une source de bonheur, une source de bienveillance, en se disant et décomplexons-nous justement par rapport à ce choix alimentaire, parce que c'est en soi un acte déjà de bienveillance que de renoncer, que de refuser de mettre de la souffrance dans son assiette. Et pour cela, je tiens vraiment, encore une fois, du fond du cœur à vous remercier justement de l'intérêt que vous portez à ce genre de choses. Alors, Planète Altruiste, c'est avant tout justement une association humanitaire qui œuvre pour la paix dans le monde. Voilà, je tenais à vous remercier. Merci de votre écoute et j'espère qu'on aura le bonheur de vous voir. On répondra à toutes vos questions justement sur le stand. N'hésitez pas à venir nous voir. Il y a déjà Nathalie qui est là-bas. Merci.